Bienvenue à tous dans ce JDN de ce samedi 12 mai 2018. Tout de suite, les titres. L'édition 2018 de la journée du justiciable s'est tenue à l'UFR Sciences économiques et sociales de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor. L'objectif de cette rencontre est de rapprocher la justice aux justiciables. Les routes en réhabilitation dans la commune de Bignona seront réceptionnées au mois de juin. L'annonce a été faite par l'AGEROUTE à l'occasion d'une visite de chantier dans la capitale du Fogny. Dakar sera privé d'eau pour une semaine à partir de ce samedi pour cause de travaux à l'usine Kermomarsar, une situation qui hante d'ores et déjà le sommeil des populations de la capitale. Vous aurez la réaction de ces dernières avec notre correspondant Mamadou Fall. L'actualité internationale, la page des sports et la revue de presse mettront fin à cette édition. Le développement, c'est tout de suite. Bienvenue à tous. Le bureau d'information du justiciable de l'UFR Sciences économiques et sociales de l'Université Hassan Sek de Ziguinchor poursuit son combat pour le rapprochement de la justice aux justiciables. La tenue ce vendredi à Ziguinchor de l'édition 2018 de la journée du justiciable placée sous le thème « Impact de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation sur la gestion foncière au Sénégal » est une manière pour les étudiants de jouer leur partition dans le rapprochement de leur université au milieu. C'est un reportage de Sertidiane Sissé. Rapprocher la justice aux justiciables, telle est l'ambition de ces étudiants de l'UFR Sciences économiques et sociales du département des sciences juridiques de l'Université Hassan Sek par le biais de son bureau d'information du justiciable. Procureur, président du tribunal d'instance, autres autorités et partenaires ont pris part à l'édition 2018 de la célébration de la journée du justiciable. L'Université Hassan Sek de Ziguinchor ne peut pas se permettre de ne pas s'intéresser aux problèmes de la société. L'université a pris sur elle, avec le département de droit, avec le coordonnateur du BIJ, le professeur Babacar Sarr, de provoquer une réflexion à côté de l'acte 3, mais aussi de la sensibilisation sur les actes de naissance. Et nous espérons que cela, en tout cas, puisse prospérer, que cela puisse avoir un écho auprès de la société, mais en tout cas retenir que l'université aujourd'hui, dans sa mission de service à la communauté, s'attaquera à des questions qui intéressent principalement la société pour contribuer à apporter des solutions. L'état civil, tout comme l'impact de la réforme de l'acte 3 de la décentralisation sur la gestion foncière au Sénégal, était inscrit au menu de la réflexion. L'aspect foncier. Cela relève d'une évidence. Après 11 ans de pratique de vie à Ziguinchor et la pratique, l'expérience qu'on a eue à Dakar et dans d'autres régions du Sénégal, nous avons considéré que qui relève de notre compétence, de notre autorité, certes, d'accompagner les populations à réussir la mutation qui s'opère. Il y a beaucoup d'ignorance, beaucoup de lacunes quant à une maîtrise des textes sur le domaine national. Alors nous nous attelons à travers cette réforme acte 3, à travers cette réforme foncière en cours, à tout de suite impliquer la population à s'approprier ces deux outils pour renforcer, contribuer à la paix sociale. Rappelez qu'à cet effet, les autorités judiciaires, en relation avec le milieu académique dans sa déclinaison juridique, ont posé des actes allant dans le sens de mieux rapprocher l'Université Hassan Sek à sa communauté. Présent à Ziguinchor lors de cette journée du justiciable, le professeur Abdoulaye Dieye, membre de la défunte Commission nationale de réforme foncière, n'a pas porté de gants pour disqualifier l'acte 3 de la décentralisation dans la recherche de solutions aux problèmes fonciers. L'ancien commissaire de la CNRF est visiblement très déçu du sort réservé par le président Macky Sall aux conclusions que lui a remises le professeur Moustapha Souran sur la réforme foncière. Le professeur Abdoulaye Dieye s'en est ouvert à Sertidiane Sissé. On a beaucoup attendu de cette loi qu'on a présentée comme une étape supplémentaire dans la décentralisation. Et si l'on sait qu'une partie du système foncier fait l'objet d'une gestion décentralisée, on pensait qu'il y aurait simplement donc, un impact positif sur la réforme foncière, sur la gestion foncière. Mais je suis au regret de constater qu'il n'y a eu rien du tout, aussi bien dans la gestion du domaine privé de l'État, du domaine public, que également du domaine national. Or, le domaine national est la partie du système foncier
où il y avait le plus de problèmes, le plus de difficultés. Tout le monde sait les problèmes que nous avons avec la gestion des terres du domaine national, donc la zone des terroirs, avec l'incessibilité, l'intransmissibilité, l'inaliénabilité. Donc on ne peut pas vendre les terres alors que tout le monde on vend les terres. Il y a également une faible productivité de la terre, du fait simplement du régime juridique et de la nature juridique des terres. Le domaine national, c'est un domaine, c'est un ensemble non immatriculé. Donc vous voyez, donc tout ça c'est des difficultés. Et on s'attendait légitimement à ce que l'acte 3, la décentralisation, au moins dans la partie du système foncier qui fait l'objet d'une gestion décentralisée, qu'il y ait un impact positif. Je suis au regret de constater qu'il n'y a pas d'impact positif par rapport à ça. Parce que nous nous sommes rendus compte que depuis les années 90, on entame des réformes, mais jamais, qui n'aboutissent jamais. Ça, c'était un premier défi que nous nous étions fixés. L'autre, c'était simplement que, partant du fait que la question foncière, le foncier, c'est une question très sensible, nous avons voulu que les populations, toutes les populations se prononcent. Nous avons mis en place une procédure inclusive, vraiment. Tous les acteurs ont été consultés. Nous avons fait les 45 départements, les 14 régions. Nous avons fait des ateliers décentralisés. Nous avons tenu 90 ateliers décentralisés. Tout ça pour que les populations se sentent concernées. Nous avons fait tout ce travail-là. Ensuite, nous avons validé, nous avons remis le document au président de la République. Mais jusqu'à présent, le président n'a pas validé le document. Donc voilà pourquoi, moi j'ai dit, la commission a fait son travail. Maintenant, l'autorité doit prendre la décision, soit de valider, soit de rejeter. Et pour le moment, on est dans cette impasse-là. Les travaux de réhabilitation des routes dans la commune de Bignona vont être livrés en juin prochain. C'est l'assurance donnée par l'AGEROUTE à l'issue de la visite de chantier effectuée vendredi en compagnie du maire de la ville. Compte rendu, Lamine Badiane. La commune de Bignona a bénéficié d'un programme d'urgence de réhabilitation des routes dans le cadre du Fonds d'entretien routier autonome pour améliorer la mobilité urbaine dans la capitale du Fogny. l'AGEROUTE et le maire de Bignona ont effectué une visite de chantier vendredi à l'issue de laquelle l'édile de Bignona a remercié le FERA, l'AGEROUTE et l'entreprise et a exprimé un sentiment de reconnaissance à l'égard du chef de l'État. Remercier le président de la République parce que c'est lui qui a souhaité que ces travaux de réhabilitation de certaines de nos infrastructures routières puissent démarrer. Le vendredi 23 février, au cours d'une audience que je suis revenu avec lui sur un certain nombre de préoccupations plusieurs fois exprimées dans les routes. Et lui rappeler que Promoville est en cours mais n'est pas arrivé. En attendant, nous sollicitions qu'il puisse voir avec nos amis de AGEROUTE pour nous aider à réhabiliter certaines routes. Pragmatique qu'il est, il a tout de suite pris contact avec M. Ibrahim Ndiaye, le directeur général de l'AGEROUTE, au téléphone. Tout s'est parti vite, qui nous a mis en rapport avec M. Mbaye, qui est venu travailler avec mon adjoint, les services, et ils ont donné un délai pour nous dire à telle date les engins seront là, à cette date les engins sont arrivés. Dans un mois, les travaux devraient se terminer et l'AGEROUTE n'a pas oublié le volet sécurité des usagers à Boumbaï. Nous, on compte terminer les travaux au plus tard fin mai. Les dodanes sont des préoccupations des populations, nous essaierons d'en tenir compte. Parce qu'il y a les dodanes, il y a aussi une signalisation horizontale qui sera faite. Maintenant, la sensibilisation devra suivre. Ces axes stratégiques en réhabilitation dans la commune de Bignona vont améliorer sensiblement la mobilité urbaine et permettre un accès facile à certains endroits de grande fréquentation. Une bonne partie d'autres routes sera prise en charge par Promoville qui va intervenir dans la commune de Bignona, comme dans plusieurs autres localités du pays. Le maire de Bignona a signé une convention avec le FERA pour l'entretien des routes. Ces artères en réhabilitation dans la commune vont être entretenues au quotidien. En effet, le Fonds d'entretien routier autonome du Sénégal vient de signer une convention avec la municipalité de Bignona. Le maire Mamadou Lamine Keïta, que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. Je voudrais signaler, puisque quand même, comme je vous l'ai dit, M. Mbaye est aussi le répondant du FERA ici. Pour l'entretien des routes ici à Bignona et pour le désensablement au quotidien de nos routes. Bignona n'a pas les ressources pour faire ça.
par la grâce de Dieu et grâce à leur engagement, ça c'est une convention que je viens de signer. Vous avez vu, convention de financement entre le Fonds d'entretien routier autonome du Sénégal, FERA, et la commune de Bignona. Donc l'administrateur, directeur général du FERA et moi venons de signer une convention qui leur permet de mettre à notre disposition les moyens de recruter autour de 35-40 personnes qui vont être payées mensuellement à un peu plus de 50 000 francs pendant 12 mois renouvelables pour travailler régulièrement au désensablement de nos routes et garantir leur praticabilité. Ça aussi, vraiment, je tenais à remercier le FERA pour cet engagement à nos côtés. Parce que ces belles routes, on ne peut pas les laisser comme ça, sans entretien. Heureusement que notre défaut de moyens au niveau communal a été comblé par la volonté du directeur général du FERA. Il est même tellement pressé qu'il a souhaité que ces gens commencent le travail dès le 15 mai pour leur permettre de percevoir à la fin du mois de mai une quinzaine et continuer. Le service d'hygiène de Bounkiling accentue le contrôle dans la commune de Madina Wandifa pour appliquer la police de l'hygiène afin d'enrayer les infractions et offrir aux populations un cadre de vie favorable à la santé. Cette action rentre dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative Ar Askan Wi si Jangoro Yi dans un département où 3 tonnes de médicaments prohibés saisis attendent d'être incinérés. Les détails avec notre correspondant Lamine Diop. Réputé pour sa position de carrefour, Madina Wandifa, située dans le département de Bounkiling, a reçu des hommes en marron de la brigade régionale de l'hygiène de Sédhiou dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative dénommée Ar Askan Wi si Jangoro, dont l'objectif est d'enrayer les infractions et d'offrir aux populations un cadre de vie favorable à la santé. Cette étape fait suite à celle de Tanaf et de Marsassoum, respectivement dans les départements de Goudomp et de Sédhiou, sous la conduite du capitaine Idrissa Ndiaye, commandant du service d'hygiène de Sédhiou. C'est un carrefour, donc un carrefour entre 3 régions, les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, mais surtout un carrefour par rapport à la Gambie. Donc ça veut dire que les problèmes d'hygiène à ce niveau, donc comme il y a un melting pot, se pose avec acuité. Et en réalité, le fait d'entrer dans ces domiciles nous permet de les identifier et au cas échéant de les enrayer. Cette stratégie basée sur l'éducation et la sensibilisation avant la sanction n'a pas laissé indifférent Abdou Wahab Tala, le chef de l'exécutif départemental de Bounkiling. Il a d'ailleurs plaidé pour l'équipement de la sous-brigade d'hygiène de Bounkiling qui vient d'effectuer une importante saisie de 3 tonnes de médicaments prohibés. Le lieutenant me disait tout à l'heure qu'ils ont plus de 2 tonnes. Plus de 3 tonnes qui sont là-bas en attente d'incinération. Nous allons continuer à faire le plaidoyer pour que la sous-brigade d'hygiène de Bounkiling dispose d'un véhicule et d'assez d'éléments pour pouvoir surveiller cette longue frontière qui nous cause beaucoup de difficultés. Le premier magistrat de la commune de Madina Wandifa, Malan Seni Fati, au-delà de sa satisfaction, a invité les initiateurs à multiplier des activités de ce genre pour un changement de comportement. Dakar et sa banlieue vont être privés d'eau pendant 5 à 8 jours à compter de ce samedi. Un dysfonctionnement causé par des travaux qui seront effectués à l'usine Keur-Momar-Sarr. Certaines mères de famille imaginent déjà le calvaire qui les attend. Des femmes restauratrices, par exemple, n'excluent pas d'observer un arrêt de travail. C'est un reportage de Mamadou Fall. La distribution de l'eau potable va connaître des perturbations à Dakar et environ pendant au moins 8 jours à compter de ce samedi. Les raisons sont liées à des travaux de pose d'une pièce essentielle pour le raccordement du nouveau dispositif de protection des installations de l'usine de protection d'eau potable de Keur-Momar-Sarr. Maïmouna, une mère de famille, est au courant de la mauvaise nouvelle. Elle déplore cette coupure qu'elle juge de trop.
Nous sommes au courant de cette coupure d'eau qui va durer une semaine. C'est dur pour nous, surtout les mères de famille, avec nos tâches ménagères. Notre interlocutrice s'active dans la restauration. Elle n'exclut pas d'observer un arrêt de travail. C'est vraiment difficile, surtout nous qui gérons des restaurants. L'eau est indispensable pour une bonne hygiène. Nous n'avons pas les moyens d'acheter des bidons de 5 litres à 1000 francs CFA. Nous n'excluons pas d'arrêter les travaux durant cette période de perturbation de l'eau. Madame Diallo, une mère de famille très inquiète, dit prendre quand même toutes ces dispositions. Cette coupure d'eau est mal tombée selon Jeanne Mendy. Elle coïncide avec la période des communions. À présent, place à l'actualité internationale en bref et en images. Au Portugal, 26 finalistes et un seul vainqueur, la dernière étape de l'édition 2018 du concours de chansons de l'Eurovision se déroule le samedi 12 mai 2018 à Lisbonne, capitale du pays qui a gagné la compétition en 2017 avec Salvador Sobral. Le lauréat sera désigné par un scrutin combinant les votes d'un jury professionnel et des téléspectateurs des 43 pays participants. J'ai trop de favoris confie un supporter australien qui a fait le long voyage spécialement pour l'occasion. J'aime l'Allemagne, la Lituanie, l'Irlande, Chypre, la Finlande, le Danemark, ils sont trop nombreux. Bien sûr, Chypre poursuit un Polonais, mais j'aime beaucoup aussi Israël et la Lituanie depuis que j'ai vu la répétition de la grande finale et des demi-finales. Chypre est très soutenu en ce moment, estime un Anglais. Mais nous pensons que l'Irlande peut jouer, les outsiders. Aux États-Unis, de retour de Pyongyang où il a de nouveau rencontré Kim Jong-un pour la deuxième fois en un mois, le secrétaire d'État américain a évoqué vendredi les discussions bonnes et chaleureuses. Les deux hommes préparent la toute première rencontre entre un président des États-Unis et un dirigeant nord-coréen prévu le 12 juin à Singapour. Mais derrière les discours de façade et les gestes de bonne volonté de Pyongyang, Washington reste ferme. Mike Pompeo, secrétaire d'État américain, si le président Kim choisit la bonne voie, l'avenir baignera dans la paix et la prospérité pour le peuple nord-coréen. Si la Corée du Nord prend des mesures courageuses pour une dénucléarisation rapide, les États-Unis sont prêts à travailler avec la Corée du Nord pour l'amener au même niveau de prospérité que nos amis sud-coréens. À ce stade, le département d'État américain n'a précisé ni la nature ni le moment des investissements envisagés par Washington. En RDC, critiqué lors de l'épidémie Ebola en 2014-2016, l'OMS est cette fois en première ligne face à l'apparition de nouveaux cas en RDC. Elle dit se préparer au pire des scénarios et a déjà débloqué $1 million. Nous sommes très préoccupés et nous nous préparons à tous les scénarios, y compris au pire des scénarios. Le directeur des programmes de gestion des situations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, Peter Salama, s'est ainsi exprimé vendredi 11 mai sur la réapparition du virus Ebola qui frappe actuellement la République démocratique du Congo. Face à l'emploi de ces termes extrêmement inquiétants, Médecins sans frontières tempère. Ce n'est pas du tout de la même ampleur qu'en 2014-2016, la plus grande épidémie depuis la découverte de cette fièvre hémorragique en 1976 qui a fait 11 300 morts, dont 99% en Guinée, Sierra Leone et Libéria. Nous sommes dans un endroit isolé du pays qui est habitué à ces petites épidémies, prévient Axel Rons, coordinatrice d'urgence pour MSF Belgique, interrogée par France 24. Nous accueillons Mafou Kouyaté pour la page sportive. La police nationale a organisé une randonnée pédestre ce samedi sous la présidence du gouverneur de région Guédi Diouf. L'objectif de cette activité sportive est de tisser de bonnes relations entre les hommes de tenue et les populations. Sissa Okoli nous en dit plus.
C'est dans le cadre des activités sportives d'entente et de cohésion des forces de défense et de sécurité que la police nationale a organisé ce samedi une randonnée pédestre à laquelle ont pris part les autorités territoriales, civiles et militaires. Guédiou Diouf, gouverneur de Ziguinchor. Une randonnée qui vise à raffermir les liens entre toutes les forces de défense et de sécurité au niveau de la région, mais également une randonnée qui vise à raffermir les relations entre l'armée de manière globale et les populations, mais également à raffermir les liens entre les autorités administratives et les chefs de service et les autorités locales. Comme vous l'avez constaté, nous avons enregistré la présence du maire, la présence de tous les chefs de service et la présence de toutes les autorités militaires et qui sont là à côté de la police pour faire vivre ce concept de nation, armée-nation, mais également montrer aux populations que les forces de défense et de sécurité sont là pour assurer leur sécurité. Le maire de la commune de Ziguinchor, qui était parmi les invités, a salué cette vision de la police nationale qui a pour but de fédérer l'ensemble des services publics, parapublics et privés de Ziguinchor. Je voudrais vraiment me féliciter de cette initiative et féliciter très sincèrement mon collègue, le commissaire, pour avoir eu cette idée généreuse d'organiser cette randonnée qui nous a permis d'abord de se réveiller très tôt, mais aussi de communier avec les populations sur une distance de près de 5 km. Je pense que c'était, sur le plan sportif d'abord, c'était très bénéfique, mais aussi sur le plan des relations humaines. Ça permet de renforcer les liens entre l'ensemble des services de sécurité d'abord, mais aussi l'ensemble des chefs de service, parce que c'est tout le monde qui était là. D'autres initiatives du genre sont prévues ultérieurement selon les organisateurs qui comptent à travers ces activités raffermir les liens entre la police nationale et les populations. La finale du tournoi dénommé Sport scolaire, organisé par l'IA de Ziguinchor, s'est jouée ce vendredi au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor sous la présidence du gouverneur de région. En senior, c'est l'équipe du lycée de Bignona qui a remporté la coupe en battant celle de Guignabo. Nous allons écouter les interventions de l'IA de Ziguinchor, Siaka Goudiaby et de l'adjoint au gouverneur de Ziguinchor au micro de Sissa Okuli. Mes impressions sont des impressions de satisfaction, de joie, de fierté également à l'endroit de nos élèves, nos brillants sportifs, à l'endroit de tous les acteurs scolaires, enseignants, administratifs, qui de près ou de loin n'ont ménagé aucun effort pour matérialiser cette volonté conjointement exprimée par les deux ministères, celui de l'Éducation nationale et celui des sports, de relancer le sport scolaire. À travers une note ministérielle, il nous a été demandé à la base au niveau déconcentré de mettre en place des comités régionaux de relance et de gestion du sport scolaire. Et au niveau départemental, de mettre en place des comités départementaux de gestion et de relance du sport scolaire. Donc c'est pour donner corps, pour matérialiser cette volonté exprimée par nos autorités compétentes que nous avons pris l'initiative d'organiser aujourd'hui les phases finales régionales du sport scolaire. C'est pourquoi dans l'ensemble, nous félicitons les acteurs de l'école, mais aussi l'IA de Ziguinchor, qui cette fois-ci a démontré encore une fois, nous a montré ça la semaine passée au niveau de Kourou, lors du lancement de la semaine nationale de l'école de base, mais aussi encore une fois, aujourd'hui ici à Ziguinchor, il a démontré tout son engagement, toute sa volonté à rendre vraiment effectif la volonté du chef de l'État, à donner aux Sénégalais une éducation de qualité. La 26e journée de championnat de Ligue 1 se jouera le dimanche et lundi. L'affiche phare sera la rencontre qui opposera le Casa Sport à la Linguère. Les Samba Linguère qui occupent la 6e place avec 34 points cherchent à se rapprocher du podium. De même que le Casa Sport 9e avec 31 points à 3 longueurs de son adversaire. Le leader Diaraf sera reçu par Guédiawaye FC Pro, 14e avec 10 points. Les Médinois 50 points au compteur compte creuser l'écart avec ses poursuivants. Les Banlieusards qui sont relégués en Ligue 2 joueront pour l'honneur. La Sonacos accueillera le Stade de Mbour. Les Juillet, deuxième avec 41 points, veulent se coller au Diaraf et pour réduire l'écart. Mais les Piroguiers, eux aussi, veulent s'approcher du podium. Son homologue Mbour Petite Côte recevra Génération Foot. Les Pélicans qui sont dans le ventre mou du classement 8e avec 32 points devront faire une bonne opération à domicile.
Les Grenats, eux, cherchent à rester sur le podium. Ndiambour reçoit Niary Tally. Les Galactiques mal en point depuis le début de la saison occupent la 12e place et comptent 27 points. Les Lougatois chercheront la victoire face à Niary Tally. L'AS Douanes accueillera Dakar Sacré-Cœur qui essaie de s'éloigner du bas du tableau en occupant la 11e place avec 27 points. Les Gaboulous, eux aussi, sont au pied du podium, 4e avec 39 points, voudront y revenir. Le programme de la 26e journée des championnats de Ligue 1, dimanche 13 mai, au stade Caroline Faye à 17h, Mbour Petite Côte jouera contre Génération Foot. Au centre Jules-François Bocandé à 17h, Union Sportive de Wakam jouera contre Djambar. Au stade Aline Sitoé Diatta à 17h, Casa Sport jouera contre la Linguère. Au stade Lamine Gueye à 17h, Sonacos jouera contre Stade de Mbour. Et pour boucler la 26e journée des championnats de Ligue 1, lundi 14 mai au stade Alassane Djigo à 17h, Douane jouera contre Dakar Sacré-Cœur. Au stade Amadou Barry à 17h, Guédiawaye FC jouera contre Diaraf. Au stade Albouri Ndiaye à 17h, Ndiambour jouera contre Niary Tally. La revue de la presse, c'est avec Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à cette revue de presse de ce samedi 12 mai 2018. La coupure d'eau à Dakar pour cause de travaux à l'usine Keur Momar Sarr. Les félicitations du FMI adressées au Sénégal ainsi que divers sujets font la une des journaux parus ce matin. L'usine des eaux de Keur Momar Sarr va observer ce samedi un arrêt pour permettre le raccordement d'une partie du matériel destiné à renforcer la sécurité de ces installations, ont déclaré les directeurs généraux de la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES, et de la Société des eaux SDE, respectivement Charles Fall et Abdoul Bal. L'As quotidien annonce que des citernes sont mobilisées pour réduire les dégâts. Toujours à propos de la perturbation dans la distribution d'eau, Sud Quotidien renseigne que la SDE et la SONES donnent des garanties. Les journaux se sont également intéressés à la situation macroéconomique. L'As quotidien mentionne que le FMI décerne un satisfecit au Sénégal, mais 3 points de suspension. Toujours concernant la gestion de la dette, Direct Info écrit « Le FMI satisfait du Sénégal ». Le Soleil est également revenu sur les finances publiques du Sénégal et titre « Le FMI révèle une gestion prudente de la dette ». Les quotidiens ont également abordé des sujets politiques avec la loi sur le parrainage, harmonisation des positions de l'opposition et alliés. Recours envisagé devant la Cour suprême, la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU. Sud Quotidien affiche à sa une un plan B en gestation. À ce propos, l'AS révèle que l'opposition internationalise le combat. Direct Info s'intéresse à la santé et renchérit. Les cardiologues alertent. Selon le journal, 4 500 000 Sénégalais sont hypertendus. À en croire aux statistiques, un décès sur 8 dans le monde est lié à l'hypertension artérielle. Toutefois, les ménages sont invités à revoir leur cuisson. Le journal a également révélé qu'au Sénégal, nous avons un ratio d'un cardiologue pour 120 000 habitants et sur les 100 cardiologues que compte le pays, 30 sont en formation. L'AS, pour sa part, fait état de la flambée du baril du pétrole à quelques mois de la présidentielle et titre « L'État face à un dilemme ». La publication rapporte que déjà 55 milliards sont injectés pour supporter les contre-coups et éviter l'inflation à la pompe. Hausse tout azimut des denrées est également annoncée. Dans sa livraison du jour, le quotidien national Le Soleil affiche à sa une des pourparlers interlibyens à Dakar pour une sortie de crise et une paix durable. Nous terminons avec Sonolambe, le quotidien des arènes sénégalaises qui s'intéresse au combat devant opposer la Croze à Moussa Ndoye ce dimanche et titre le clash des frères Lebou. Le journal révèle aussi que l'affiche Balagay Modulo se précise. Quant à Gris Bordeaux, il défie le CNG et peste, comme suspendre 75 ans. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. C'est la fin de ce JDN. Restez connectés sur www.gms.sn. Au revoir.